Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire consacré au l'infibre d'hiver. Donc comme intervenant pour cette session d'une heure. Donc vous aurez donc différentes personnes. Cynthia Torresillas, ingénieure régionale en Normandie. Marie Knud, ingénieure régionale et chargée de mission de projet l'infibre, ainsi que Benoît Normand, ingénieur régional pour la partie Hauts-de-France et ingénieur protection du lin. Et moi-même, donc Yann Flodrops, animateur de la filière lin, qui vais animer ce webinaire. Le programme pour ce webinaire d'une heure est le suivant. Donc, on parle donc de l'infibre d'hiver. Marine interviendra en premier pour parler des conditions d'implantation du linfibre. Ensuite, on aura une session de Cynthia qui parlera de la fertilisation et de la gestion des adventices. Et ensuite, Benoît interviendra pour parler de la gestion des maladies et de la verse pour le linfibre. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Marine qui va donc vous parler des conditions d'implantation d'un fibre d'hiver. Marine, c'est à toi. Ouais, donc bonjour, je vais vous parler donc des conditions d'implantation d'une infibre d'hiver. Donc on va commencer par un point sur le cycle, de la culture. Alors, donc le linfibre d'hiver, c'est une, culture qui va se semer à l'automne et qui va s'arracher à la mi-juin. Donc on va avoir un cycle de 9 mois et par rapport au linfibre de printemps, en fait, c'est une culture qui va avoir d'une précocité d'environ 1 mois et ça va être intéressant dans les zones qui peuvent être, sèches ou plus chaudes puisqu'en fait, ça va lui permettre d'esquiver les stress thermiques et hydriques de fin de cycle. De plus, ce sera une culture aussi qui, comme elle est semée, à l'automne, arrivera, au printemps, donc déjà bien enracinée et capable de mobiliser du coup les ressources, disponibles lors de sa reprise en végétation en mars. Donc sur la prochaine diapo, ça met un peu de temps à passer pour moi. C'est affiché pour vous? Oui. Alors donc un des enjeux du linfibre d'hiver, ça va être de maîtriser sa croissance à l'automne. Donc en effet, c'est une culture en fait qui a une certaine résistance, au gel jusqu'à -15 degrés, à condition que celui-ci s'implante progressivement. Mais un des paramètres essentiels en fait de cette, tolérance au gel, ça va être, la maîtrise de la croissance. En effet, si le lin est à un stade trop faible, donc s'il n'est pas assez bien enraciné, hem, donc heu, des gelées vont avoir des dégâts, importants sur la culture puisqu'en fait, il ne sera pas assez développé pour pouvoir y résister. Donc il faut au moins en fait qu'il dépasse les 5 centimètres. Mais à l'inverse, donc s'il dépasse 10 centimètres, le lin passe en phase d'élongation. Les cellules, elles deviennent turgescentes et donc ça veut dire pleines d'eau et en cas de gel, en fait, les cellules vont se casser et il y aura de gros dégâts sur le lin. Donc vraiment, en fait, ce qu'il faut viser, c'est une culture entre 5 et 10 centimètres à l'entrée d'hiver. Et donc du coup, pour gérer ce paramètre-là, en fait, on peut avoir plusieurs leviers, donc comme la date de semis, les conditions d'implantation, la variété, la stratégie de fertilisation ou encore, si besoin, la régulation. Donc au niveau de la date de semis et de l'implantation des cultures. Donc tout d'abord, en fait, l'idéal, c'est d'avoir, comme le fibre du printemps, une bonne structure de sol pour permettre un bon enracinement. Il faut aussi éviter qu'après le semis, une croûte de patins se forme parce qu'en fait, ça peut engendrer des problèmes à la levée. Et ce qui va être également important, ça va être la gestion des pailles du précédent. Donc d'abord, parce qu'en fait, ça peut entraîner des problèmes de levée ou des problèmes d'enracinement, mais aussi dans le cas, du lin-fibre d'hiver, la décomposition en fait, de ces résidus à l'hiver, en fait, va mobiliser de l'azote qui ne sera pas forcément disponible pour la culture. Donc ce qui est vraiment conseillé, ça va être de déchaumer de déchaumer, précocement ou encore en fait, d'enlever les résidus, d'enlever les pailles. Au niveau de la densité de semis,
Donc, on préconise de viser 1600 pieds levés au mètre carré. Donc, à la différence du lin fibre de printemps, on a peu de pertes à la levier car en général, on sème en terre plutôt réchauffée et c'est une culture en fait où il n'y a pas d'altise. Par contre, il faut quand même que l'intensité soit suffisamment importante pour compenser d'éventuelles pertes dues au gel ou encore pour limiter l'épaisseur des lins qui peut avoir des difficultés à rouir et derrière, en fait, on aura aussi des difficultés à le tailler. Donc, on est en train de l'année prochaine, on va mettre en place des essais pour savoir à quelle densité de semis il vaut mieux semer. Donc, on aura un peu plus d'informations l'année prochaine. Au niveau de la date de semis, donc elle va être adaptée au risque de gel et donc au secteur de production. Donc, pour rappel, l'objectif, c'est vraiment d'avoir des lins entre 5 et 10 cm avant l'entrée d'hiver. Alors, sur cette carte, donc, vous avez les dates médianes d'apparition du gel, donc des températures inférieures à -5 degrés sur les 20 dernières années. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que sur les secteurs plus continentaux, donc cette date d'apparition des gels va apparaître plus tôt. Donc, on va être aux alentours du 8 décembre au 16 janvier. Et dans les secteurs de bordure maritime, donc les températures vont être douces plus longtemps puisqu'en fait, les premières dates d'apparition du gel vont apparaître vers le 17 janvier et le 14 février. Et donc, de ce fait, en fait, on va préconiser dans les secteurs de bordure maritime de semer un peu plus tard, donc du 10 au 25 octobre, pour limiter la croissance du lin et qu'il dépasse pas, enfin pour éviter qu'il dépasse 10 cm. Mais à l'inverse, sur les secteurs continentaux, on va plutôt conseiller un semis le 25 septembre au 15 octobre afin que le lin soit suffisamment développé pour l'entrée d'hiver. Ensuite, au niveau des variétés, il y a 7 variétés sur le lin fibre d'hiver actuellement. Donc, il y en a 2 qui datent de 2023, donc c'est Hiberne et Onyx. Donc, pour cette année, il y aura sûrement peu de disponibilité de semences. Donc, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a 2 variétés qui sont vraiment résistantes au gel, enfin qui sont plutôt résistantes au gel, donc c'est Cyrus et Olga. On peut constater que Tundra, en fait, est un peu moins résistante au gel et ça, c'est parce qu'en fait, elle a une croissance vraiment très forte à l'automne et un des enjeux de cette variété-là, en fait, ça va être vraiment de limiter sa croissance. Donc, si vous semez du Tundra, il faudra vraiment surveiller régulièrement sa vitesse de croissance. Merci Marine. Donc, on va pouvoir maintenant laisser la parole donc à Cynthia qui va continuer avec la gestion de la fertilisation. À toi, Cynthia. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, alors, on sait que le lin fibre d'hiver, comme le lin fibre de printemps, va avoir des besoins à satisfaire vis-à-vis de l'azote entre le semis et la levée. Je ne sais pas si vous voyez ma diapo, parce que moi, elle n'apparaît pas encore à l'écran. Oui, c'est bon. Et donc effectivement, pour satisfaire ces besoins, donc il va falloir estimer au plus juste la dose d'azote apportée sur la culture du lin fibre d'hiver. Donc pour la région des Hauts-de-France, pour calculer cette dose, il est possible de se baser sur la méthode du bilan. Donc la méthode du bilan, pour rappel, c'est le calcul des besoins de la plante auquel on soustrait l'azote qui est fourni par le sol et les autres effets. Et donc, pour les besoins, pour rappel, donc, comme pour toute culture, on va multiplier l'objectif de rendement par le besoin unitaire. Donc, pour le lin fibre d'hiver, l'objectif de rendement va bien être exprimé en tonnes de ruis non battus et le besoin unitaire est équivalent à 12 unités d'azote par tonne de ruis non battus. Également pour les besoins, donc il y aura l'azote restant dans le sol qui sera à calculer et donc là, il faut se référer au programme d'action régional des Hauts-de-France pour déterminer la valeur de ce poste. Ensuite, donc concernant l'azote qui va être fourni par le sol, donc vous avez différents postes pour lesquels il va falloir estimer une valeur. Donc pour tous les postes, vous allez pouvoir vous référer là encore au programme d'action régionale de la directive nitrate en Hauts-de-France pour définir la valeur. Attention, donc pour le reliquat d'azote dans le sol en sortie d'hiver, on attire votre attention sur le fait que quand vous allez apporter l'azote en sortie d'hiver, le lin il sera au stade 10 cm. Et donc à ce stade, on considère que la capacité d'exploration du sol par les racines, elle est équivalente à 40-50 cm. Donc pour le calcul de ce reliquat d'azote, on vous préconise de vous baser sur l'horizon 0,60 cm.
Et puis après, donc, vous aurez également les autres effets qui seront à calculer pour définir l'azote qui sera à soustraire des besoins de la culture. Et donc là encore, vous pouvez vous référer au programme d'action régionale de la directive nitrate pour définir les valeurs, sachant que pour les postes effets de la culture intermédiaire et apport par l'eau d'irrigation, les valeurs sont équivalentes à 0 dans le programme d'action des Hauts-de-France. Alors, pour les territoires de la Normandie et les départements de la Seine-et-Marne, aujourd'hui, il faut savoir que la méthode du bilan n'est pas référencée. En revanche, pour ces secteurs, vous avez une valeur de dose totale plafonnée qui est équivalente à 60 unités d'azote par hectare pour la Normandie et à 80 unités d'azote par hectare pour le département de la Seine-et-Marne. Donc, pour ces secteurs-là, on vous préconise, là encore, de vous baser tout de même sur la méthode du bilan, donc à savoir de calculer les besoins en azote de la culture en multipliant l'objectif de rendement par un besoin unitaire, auquel vous pouvez soustraire du coup la mesure du reliquat en sortie d'hiver sur l'horizon 0,60 cm et également auquel vous pouvez soustraire la quantité d'azote qui serait consommée par la culture au cours de l'automne. Donc à ce jour, on n'a pas encore de valeur définie sur la consommation de l'azote par la culture du lin fibre d'hiver pendant la période automnale. Et donc l'objectif, c'est qu'on mette dès cette campagne-ci des essais en place pour pouvoir évaluer et approfondir nos connaissances sur cette consommation d'azote. Hop, je suis allée un peu trop vite. Donc après, concernant les besoins en fumure de fond de la culture, donc on vous a représenté ici les besoins de la plante pour tout ce qui va être phosphore et potasse. Bon, alors là encore, je n'ai pas la diapo qui s'affiche encore sous mes yeux. Est-ce que c'est... Parfait, donc je continue. Donc concernant les besoins en phosphore, donc on est à la plante, la culture du lin fibre d'hiver a besoin de 5 unités et demie de phosphore par tonne de ruis non battus. Et concernant la potasse, la plante a besoin de 20 unités de potasse par tonne de ruis non battus. Donc on vous a mis un exemple à côté pour un objectif de rendement de 7 tonnes de ruis non battus de la culture. Cela ferait une dose du coup de phosphore à apporter équivalente environ à 40 unités et à 140 unités pour la potasse. Donc là, bien évidemment, on sait qu'en fonction du type de sol, la richesse de ces éléments dans le sol va varier. Et donc, ce qu'on vous préconise, c'est de bien vous baser sur une analyse de sol pour déterminer les quantités de phosphore et de potasse disponibles dans les sols et en fonction des teneurs Soya-Napas, eh bien de raisonner pour intervenir ou pas avec un apport de phosphore et de potasse. Et puis donc le lin fibre d'hiver, il est également exigeant vis-à-vis de l'élément du zinc, comme la culture du lin fibre de printemps. Alors comme il est semé à l'automne, on considère que les conditions au niveau du sol sont davantage favorables qu'au printemps à une absorption de cet élément qu'est le zinc. Donc on ne préconise pas forcément d'apporter en foliaire du zinc, sauf dans certaines situations bien spécifiques, telles que notamment des sols argilo-calcaires qui auraient une tendance à être un peu basiques, donc avec un pH supérieur à 7, ou bien des sols sableux, où là, effectivement, pour éviter de rencontrer une carence en zinc, il peut être recommandé effectivement d'apporter un apport foliaire, donc soit par du sulfate de zinc, soit par du chélate de zinc, au stade première feuille apparente. Attention toutefois à bien raisonner votre intervention, cet apport-là, par rapport aux conditions qui surviendraient après l'apport de zinc. Parce qu'on sait que quand on a des températures un petit peu, qui peuvent être gélives, ça peut engendrer de la phytotoxicité et de la brûlure sur la culture. Merci Cynthia. Donc alors je vous invite à... Oui. Je vous invite à ne pas hésiter à poser des questions sur le chat. Hein. Donc, comme je l'ai évoqué, on en parlera et on répondra aux questions en fin de session. Je te laisse reprendre la main, Cynthia, pour parler de gestion des adventices. Merci. Alors, c'est pareil, je vous invite, si vous le pouvez, à m'indiquer quand est-ce que la diapo apparaît, parce que j'ai un petit temps de retard. Alors là, tu es directement en maladie, donc on est allé un peu loin. Alors. Ok. Là, c'est la diapo de l'intro. Donc, je reviens une fois après et normalement, on va pouvoir tomber sur la bonne diapo. Excusez-moi. Donc, effectivement, par rapport à la gestion des adventices, donc, quand on est sur une situation avec une problématique graminée, donc au niveau des programmes des interventions à raisonner, il est
tout à fait recommandé d'intervenir dès le semis, avec notamment du trialate pour pouvoir limiter le salissement de la parcelle au maximum. Et puis, donc, effectivement, après cette première intervention, de réintervenir avec un produit en rattrapage foliaire en fonction de la pression graminée. Donc, si vous avez une pression qui est faible à l'automne ou relativement limitée, on vous préconise de plutôt envisager une réintervention en sortie d'hiver avec des produits tels que les Centurions, le foliaire ou le Stratos Ultra. Si la pression à l'automne est relativement forte et qu'elle nécessite une réintervention à l'automne, vous pouvez également intervenir avec ces produits-là. Attention toutefois aux conditions d'application, puisque des températures gélives ou des grosses amplitudes thermiques peuvent engendrer de la phytotoxicité. Et puis, donc, si vous êtes dans une situation avec une problématique dicotylédone, donc, vous allez avoir certaines mésotriones telles que le Caliprim extra qui sont légalement utilisables à l'automne. Et puis, donc là, c'est pareil, en fonction de la pression que vous allez avoir sur la parcelle, soit vous pouvez effectivement attendre une réintervention en sortie d'hiver, soit si la pression est trop importante, vous pouvez envisager une réintervention à l'automne. Alors, les produits préconisés pour l'automne sont plutôt des produits de type sulfonylurée, tels que l'AliSX, le Gratil ou le shaker. Attention avec le Gratil et le shaker qui peuvent, si les températures sont très gélives, engendrer de la phytotoxicité. Et également avoir en tête, si vous intervenez avec de l'AliSX à l'automne, vous ne pourrez plus réintervenir avec ce produit-là au printemps sur la culture. Et puis, si vous envisagez du coup une réintervention plutôt en sortie d'hiver, donc là, dans les préconisations qui sont affichées à l'écran, vous voyez qu'on a également intégré le Basagran et le Métis. Donc le Métis plutôt effectivement positionné en sortie d'hiver dans des conditions qui sont très poussantes pour le lin, pour éviter tout problème de phytotoxicité. Et puis le Basagran, donc la vintazone, qui est effectivement un produit de contact, là encore plutôt à préconiser en sortie d'hiver pour éviter tout problème de phytotoxicité. Merci Cynthia. Donc on a fini sur cette partie gestion des adventices. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on laisse la parole à Benoît qui va pouvoir prendre la main sur la gestion des maladies. Benoît, c'est à toi. Ouais, bonjour à tous. Il faut juste, Cynthia, si tu peux me redonner le contrôle, s'il te plaît. C'est tout bon, excuse-moi. Ok, merci bien. Hop. Non, ça fonctionne. C'est bon. Normalement, ça devrait être bon. Donc effectivement, donc sur cette partie gestion des maladies, donc ce qu'on peut dire, c'est qu'en règle générale sur le lin d'hiver, les maladies qu'on peut rencontrer vont être similaires à celles qu'on peut rencontrer sur le lin de printemps. Donc avec de l'oïdium, bien sûr, qu'on pourra voir principalement au printemps. Mais c'est une culture qui risque d'être plus exposée par rapport au lin de printemps à d'autres agents pathogènes, comme la septoriose notamment, au vu de son cycle plus long, son cycle automnal et hivernal, peut être exposée à un risque septoriose un peu plus élevé. Et ainsi, donc, on peut parler aussi de la Cabacilla, donc qui va causer la courbure de la tige, j'y reviendrai un petit peu après, mais qui sont des agents pathogènes assez liés, Cabacilla et septoriose. Donc, en ce qui concerne les différentes maladies, donc sur la courbure de la tige, donc causée par la Cabacilla Cabacillolini, donc c'est le nom de l'agent pathogène. Donc en termes de symptômes, ce qu'on va voir, c'est des tiges qui vont se courber au niveau des pieds. Donc c'est des attaques qui peuvent être assez précoces dans le cycle de végétation. Donc quand je dis précoce, c'est des stades à 5, autour de 3-5 cm. On peut commencer à voir ce genre de symptômes apparaître, et notamment quand on a des conditions assez humides, on va dire assez chaudes au moment de la période automnale. Donc c'est des agents pathogènes qui risquent de se développer et de créer ce type de symptômes. Donc, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va faire des taches, ça va commencer par des taches, voire des crevasses même
le pied de la plante, et puis des taches brunes qui vont se développer au fur et à mesure sur les cotylédons et le long de la tige. Dans la suite du cycle de végétation, cette maladie va fortement s'apparenter à la septoriose. Donc on va avoir des tiges qui vont être zébrées, des taches brunes, marron qui vont apparaître au fur et à mesure de la croissance de la plante tout au long des tiges, avec des taches brunes qui vont se développer également sur les feuilles, qui s'apparentent très très fortement à la septoriose. Donc, en termes de lutte justement contre ces maladies, donc on va principalement intervenir aujourd'hui avec ce qui est des spécialités homologuées qui sont à base de diphénoconazole, donc ils vont avoir une action assez intéressante sur ce type de maladie, que l'on va positionner assez tôt. Quand je dis assez tôt, c'est autour du stade 10 cm. Donc, pour citer quelques exemples de spécialités commerciales, on a le SCOR, donc qui est composé uniquement de diphénoconazole. Bon, il y a d'autres produits homologués, hein, l'Invictus par exemple, etc., qui sont similaires à cette spécialité. Qu'on pourra appliquer à partir du stade 9 cm. Le stade d'application minimale, c'est en stade BBCH et BBCH 19 qui correspond à 9 cm. Donc, c'est-à-dire que des applications avant, des applications précoces à 2-3 cm, on peut pas forcément les réaliser. Ensuite, du diphénoconazole, on va en retrouver dans du Toprex, donc associé à du paclobutrazole, donc qui a plutôt un effet régulateur. Et puis dans la Mistar Gold, donc qui est une spécialité composée donc de diphénoconazole avec une strobilurine, dont l'azoxystrobine. Donc ces genres de spécialités vont avoir une action assez intéressante pour maîtriser le développement de cette maladie, même si aujourd'hui on n'a pas forcément de prouver en tout cas l'intérêt réel d'une application fongicide à des stades précoces. Donc l'autre principale maladie, celle-ci on la connaît beaucoup plus, hein, donc c'est l'oïdium qu'on va rencontrer surtout dans la période du printemps. Donc avec une pression qui peut être un peu plus élevée, un peu plus forte que ce qu'on peut rencontrer sur les grains de printemps. Donc on a des champignons, une forte végétation début de printemps qui peut permettre du coup le développement assez rapide et assez fort en termes d'intensité du champignon, et du coup une pression assez importante qui peut se développer dans les parcelles. Donc là, bon, c'est une maladie qu'on connaît très bien, hein, donc c'est le mycélium blanc sur les feuilles qui va apparaître souvent à des stades 30-40 cm à peu près, quoi, pour se faire une idée, quoi. Donc sur les variétés de lin d'hiver, pour le coup, elles sont toutes sensibles à l'oïdium. Il n'y a pas de variétés de lin d'hiver qui sont tolérantes à l'oïdium. Donc la maîtrise de cette maladie, ça passera par des programmes de protection assez classiques, type avec une application de prothioconazole notamment, qui permettra de bien maîtriser la progression de la maladie. Donc ici, une diapo qui va représenter donc les différentes spécialités et notamment quelques informations réglementaires sur les différentes spécialités. Donc je vous ai parlé du SCOR notamment, et donc et d'autres spécialités, hein, à base de diphénoconazole. Donc c'est des doses homologuées maximales à 0,5 litres hectare. On a 2 applications qui sont autorisées sur la culture, avec un stade d'application minimal à 9 cm. Donc il correspond au BBCH 19. La Mistar Gold, lui, on peut l'appliquer un peu plus tôt. Donc stade minimal d'application, c'est le stade de BBCH 14, donc ça correspond à 4 cm de la culture, donc 4-5 cm de la culture. C'est un produit qui est homologué à 1 litre hectare, avec 2 applications maximales pendant la campagne.
Et pour lutte contre l'oïdium, ce que je vous disais, assez classique, donc avec une spécialité à base de prothioconazole, hein, type Joao en termes de référence, donc qui est lui homologué à 0,7 litres hectare, et on a un stade de minimal d'application qui est de 10 cm. Donc là, en cas de vraiment forte pression d'oïdium, on interviendra à un stade de 30-50 cm, juste quand les symptômes vont commencer à progresser assez rapidement au printemps. Et au besoin, on reviendra avec une application en début, on va dire tout début floraison, voilà, pour contenir le développement de la maladie. Alors, dans les préconisations, on conseille pas forcément le Nisodium, donc qu'on pourrait conseiller sur le lin de printemps à des stades précoces, tout simplement parce que sur le lin d'hiver, on va avoir très régulièrement, on a une pression très forte d'oïdium, et une application de Nisodium à 30-50 cm ne suffit pas à contenir la maladie. On serait systématiquement obligé ou de l'associer ou de revenir très rapidement derrière. Donc, vaut mieux le maîtriser assez rapidement en tout début d'élongation de la plante pour pouvoir limiter la pression. Donc voilà pour les maladies. Ensuite, en termes de gestion de l'averse, donc comme le rappelait Marine tout à l'heure, donc la sensibilité du lin au gel va être importante à maîtriser, et la tolérance des différentes variétés au froid est maximale entre 5-10 cm. Donc si on est dans des situations très poussantes, un automne très doux, humide, on risque d'avoir des plantes qui vont se développer trop rapidement, et le fait de se développer trop rapidement, on va avoir une certaine sensibilité de la plante au gel. D'autant plus si le gel arrive assez brutalement, on va dire. Donc, dans ces situations de croissance assez rapide, la question d'un positionnement d'un régulateur à un stade précoce, donc quand je dis précoce, ça va être avant 10 cm ou autour du stade 10 cm. Le but étant de bloquer la croissance de la plante pour dire qu'elle reste à ce stade pendant toute la durée hivernale. Donc on avait quelques essais. Donc ici, c'était une synthèse qu'on avait pu réaliser, qui avait été diffusée dans une messagerie l'hiver dernier. Donc qui montre l'effet de la régulation d'une régulation réalisée à l'automne. Donc on voit ici sur la courbe bleue, on avait une intervention donc qui avait été réalisée au stade 5-7 cm, donc c'était début novembre dans ces essais. Avec c'était du Toprex appliqué entre 0,10 et 0,2, on va dire à peu près, en termes de dose d'application. Donc on voit sur ce graphique que cette intervention a permis au lin de rester pendant toute la période hivernale, donc jusque janvier, février, au stade de 10 cm. Donc c'est-à-dire qu'on a bloqué la croissance de la plante pendant la période hivernale, c'était le but recherché. Et quand on voit sur la courbe orange, donc sans intervention d'automne, on a un lin qui continuait à progresser. Donc on était arrivé en début fin d'hiver, début d'automne, on était arrivé à des stades passés 15 cm. Donc là, en cas de risque gel, ça devient très dangereux. Et puis à noter aussi que l'application de ce régulateur à l'automne n'a pas d'effet, on va dire, retard de reprise de végétation, puisqu'on voit qu'au début, quand la croissance redémarre au printemps, donc au mois de mars, on est sur les mêmes stades entre les deux modalités. Donc, en cas d'automne très doux, de croissance assez rapide de la culture en début de cycle, l'intervention d'un régulateur peut être nécessaire et s'avérer efficace et judicieuse.
Donc, avec quel produit intervenir sur, en termes de régulation à l'automne? Donc, on a deux spécialités hein, principalement qui sont homologuées. Donc, le Carix. Donc, le Carix, c'est du Mépicot chlorure avec du metconazole. Et puis, le Toprex. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, le diphénoconazole avec le paclobutrazole. Donc, le Carix, lui, il est homologué à 1,4 litres. C'est la dose maximale. Donc, voilà, c'est une spécialité où on n'a pas forcément énormément de recul sur les doses d'application optimales en application d'automne. On a beaucoup plus de références sur la gestion de la croissance des grains de printemps. Et puis, donc le Toprex qui est homologué à une dose maximale de 0,35 litres, dont on a la possibilité de fractionner. Donc une application d'automne et une application de printemps. Alors attention avec le Toprex, donc c'est le fait qu'il y ait le paclobutrazole dedans. Donc on a le droit à une seule application tous les 3 ans sur une même parcelle. Donc par exemple, ça veut dire que s'il y a eu un antécédent colza avec des applications de Toprex, bah, attention à l'utilisation du Toprex sur la culture du lin d'hiver. Est-ce qu'on respecterait pas forcément les 3 ans sur la parcelle? Donc en termes de préconisation, donc si le lin a atteint le stade 10 cm, donc on peut appliquer un Toprex à 0,2, 0,25 litres à l'hectare. Donc il va permettre de stopper la croissance de la plante ou une application de Carix. Donc aujourd'hui on la fixe à 0,4 litres, mais on peut des travaux donc voilà, que vont avoir lieu et ont déjà eu lieu hein, dans certains cas 0,4 0,6 litres à l'automne. Ça doit être la dose optimale pour le Carix. Si le lin n'a pas encore atteint le stade 10 cm, donc des applications autour de 5 cm, donc là pour le coup, bah, c'est l'application de Carix, parce que le Toprex il est homologué uniquement à partir du stade BBCH 31, donc c'est le stade 10 cm. Donc c'est-à-dire que si on veut intervenir avant, donc autour du stade de 5 cm, le Toprex on peut pas l'utiliser conformément à la réglementation. Et puis donc pour terminer sur la gestion de l'averse, l'averse plutôt au printemps. Bon, là c'est exactement le même raisonnement qu'on va avoir que pour le lin de printemps. Donc c'est-à-dire qu'on va commencer à surveiller, à évaluer le risque à partir du stade 50-60 cm en général, donc ce qu'on appelle les risques précoces. Et puis les risques un peu plus tardifs au moment de la floraison. Et en fonction de l'évaluation du risque qu'on peut réaliser grâce à la grille de verse qui est publiée dans nos différentes publications, que ce soit sur le guide de culture de poche ou bien dans nos Choisir et Arvalis Info, qui sont diffusés sur Internet. En fonction du niveau de risque, on va ajuster le type de produit, la dose du produit, en fonction du stade également du risque. Donc ce sera soit une application de Toprex, de Carix à des doses plutôt faibles en cas de risque faible et précoce, et on augmentera la dose au fur et à mesure, voire même changer de produit et intervenir avec un produit type Eteverse à la dose de 0,6-0,8 litres hectare lorsque le risque est plutôt fort. On évitera l'Eteverse, par contre, à des périodes trop proches de la floraison, puisque c'est un risque d'inhiber la floraison. Et du coup, bah, pour la production de graines notamment, ça peut avoir un impact assez important. On arrive à la fin de ce webinaire. Donc, juste quelques informations générales qu'on peut vous diffuser là. Quelques éléments de date. Donc, quelques éléments de date. Donc, voilà, on organisera le 23 janvier 2024 une journée de l'innovation Linfibre telle qu'on a pu être pratiquée l'année dernière. C'était au mois de décembre. Là, ce sera en janvier.
Il y a différentes dates de ces journées de l'innovation qui sont proposées, dont une spécifique pour la filière lin fibre. Il y aura deux parties. Une partie où on abordera des sujets vraiment en rapport avec le lin en direct sur les différents volets. Puis il y a un fil rouge qui va concerner l'ensemble des journées de l'innovation qui sont proposées, mais aussi sur les filières céréalières, qui est autour de la fertilité des sols. Donc on aura aussi l'occasion d'aborder des éléments aussi concernant les spécificités du lin fibre et ces notions de fertilité des sols. Donc je vous invite à retenir votre date du 23 janvier 2024 à Amiens. On aura l'occasion de vous proposer ça. Et aussi, dernier point aussi qu'on peut évoquer, sur les informations complémentaires que vous pouvez retrouver dans les éditions, ça a été évoqué par les différents intervenants, mais vous avez accès en ligne à l'Arvalis Info lin fibre avec la synthèse 2022. La version 2023 sera disponible qu'à partir de février prochain, mais disons que la version et les éléments autour de l'itinéraire technique et des points de vigilance à avoir sur le lin fibre divers sont aussi présents dans ce document-là, donc vous pouvez le télécharger sur le site d'Arvalis. Et c'est le cas aussi dans le guide de culture de poche qui reprend ces éléments-là. Il y a une édition 2024 qui sera faite aussi pour le printemps prochain, mais vous pouvez aussi trouver ce document-là sur les éditions. Et c'est pas forcément mis là aussi, mais on organisera aussi le 12 décembre prochain un webinaire complémentaire spécifiquement sur la protection intégrée du lin. Donc vous aurez les éléments d'invitation prochainement. D'ici là, on vous remercie pour votre participation et donc on vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir.